Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux d'être là parmi vous dans cette 10e édition du DevFest Nantes. Donc, comme le disait Julie à l'instant, on va vous parler d'un sujet qui est peut-être un peu plus borderline, qu'on voit un peu moins dans les conférences. Donc, aujourd'hui, nous allons vous parler de la représentation des nombres dans les ordinateurs. Donc, les ordinateurs, vous connaissez, sont des machines qui peuvent être théoriques, qui peuvent être virtuelles. Mais à un moment, si on veut les utiliser, il faut que ce soit des machines physiques, qu'on ait fabriquées avec des composants. Du coup, quand on va représenter des valeurs dans l'ordinateur, on va les représenter avec des grandeurs physiques, mesurables, si possible modifiables, de ces composants. Et donc ça va avoir un impact sur nos représentations, qui est que j'aimerais pouvoir représenter une valeur parmi une infinité de valeurs possibles. Mais pour ça voudrait dire qu'il faudrait que je sois capable de distinguer une infinité de valeurs de mes grandeurs physiques dans l'ordinateur. Donc pour ça, j'aurai plusieurs possibilités. Je pourrais, par exemple, utiliser des grandeurs non bornées. Mais ça voudrait dire avoir des composants qui soient capables de gérer, je ne sais pas moi, des températures infinies, des pressions infinies, des courants électriques infinis. Ça, je ne vais pas savoir faire, en fait. Je ne vais pas savoir faire à un coût fini, en tout cas. Alors une autre possibilité, ça serait de dire, tant pis, je vais borner mes grandeurs. Je vais prendre, par exemple, un transistor, je vais l'utiliser entre 0 et 5 volts. Et entre 0 et 5 volts, je vais distinguer une infinité de possibilités. Alors, en admettant que ça soit physiquement possible, que les lois de la physique me le permettent, pour le faire, il faudrait quand même un truc de plus, il faudrait que mon composant ait une précision infinie. Et ça, une précision infinie avec un coût de fabrication et d'utilisation qui lui est fini, je ne sais pas faire non plus. Donc j'aurais une troisième possibilité, ça serait de dire, OK, je ne vais pas essayer d'avoir un nombre infini d'états par composant, je vais juste prendre un nombre de composants infinis. Vous vous doutez bien que ça ne va pas résoudre mon problème de coût infini, donc c'est mort. Je ne peux pas représenter une valeur parmi une infinité de possibilités dans un ordinateur. Il va falloir que je fasse des concessions. Et donc, par exemple, si je veux représenter une couleur, je ne vais pas pouvoir, pour chaque longueur d'onde du spectre visible, avoir une intensité qui va de 0 à plus l'infini représentée avec toutes les valeurs intermédiaires. Il va falloir que je me ramène à un cas plus simple, un truc que je sais faire. Et par exemple, je vais prendre un composant qui est capable de distinguer ici 24 états. Je vais prendre une palette de couleurs avec 24 couleurs. Et après, je vais associer chacun de mes états à une de mes couleurs pour les représenter. Donc ça, c'est bon. Ça, je sais faire le truc en bas, là, à un coup fini, c'est cool. Mais ce n'est pas ma seule possibilité, en fait. J'aurais pu, par exemple, prendre deux composants, un qui discerne 8 états, l'autre qui discerne 3 états, associer ces états à des lignes et à des colonnes de mes composants, de ma palette de couleurs. Et avec ça aussi, je pouvais, comme en bas, là, représenter mes 24 couleurs. Du coup, laquelle de ces deux solutions je vais choisir ? Écoutez, je vais choisir celle qui coûte le moins cher, celle qui me coûte le moins cher. Et par contre, pour faire ça, il faudrait que je puisse faire une estimation. Donc déjà, là, il y a un truc qu'on voit assez rapidement, c'est que le dessin du dessus m'a coûté plus cher que le dessin du bas à faire. Il m'a demandé plus de temps. Bon, ça, c'est vraiment extrêmement à la louche comme estimation. Si je veux essayer de mettre un peu de maths là-dedans, il va falloir que je mette une hypothèse. Et en continuant sur cette idée, je vais dire que peut-être, en gros, le coût d'un composant, il va être proportionnel au nombre d'états qu'il peut discerner. Si je veux discerner 2 fois plus d'états, il va me falloir un composant 2 fois plus rapide, 2 fois plus précis, ou qui marche sur une plage de valeur 2 fois plus grande, et ça va me coûter 2 fois plus cher. Donc une fois que j'ai dit ça, déjà, il y a un truc que je peux calculer rapidement, c'est que mon exemple du bas, là, avec 8 lignes et 3 colonnes, il n'est pas optimal. Il n'est pas optimal pourquoi ? Parce que pour qu'il le soit, il aurait fallu que je prenne le même nombre d'états par composant. Je vous épargne le calcul, mais si on prend juste sur cet exemple, déjà, on voit qu'ici, mon coût pour 8 lignes et 3 colonnes, ça va être 8 plus 3, 11. Si j'avais pris 5 et 5, mon coût il passait à 5 plus 5, 10. Et en plus, pour ce prix-là, j'avais 25 couleurs au lieu de 24. Je me souviens pas de la suite. Ouais, OK. Donc une fois que j'ai dit que mon nombre d'états par composant devait être le même, ce nombre d'états par composant, je vais pouvoir lui donner un nom, je vais l'appeler ma base. Et avec cette base, pour pouvoir représenter un certain nombre de valeurs différentes, il va falloir que je prenne un certain nombre de composants et je vais l'appeler ma largeur. Donc ça va me permettre de poser quelques équations rapidement. Donc N, le nombre de valeurs que je peux représenter, c'est ma base puissance ma largeur. Et le coût total de mon assemblage de composants, il va être proportionnel au nombre d'états que je peux gérer, donc à ma base, ça c'est mon hypothèse de travail. Et il va être aussi proportionnel à ma largeur, donc au nombre de composants que je vais mettre dans mon montage. Ça me donne les deux équations qu'il y a là-haut. Je peux les transformer, je vous épargne les maths, vous pourrez le refaire à la maison si vous voulez. Et j'arrive à l'affirmation qui est en bas, qui est que le coût pour représenter une valeur parmi un certain nombre de valeurs différentes va être proportionnel à ma base divisé par le logarithme de ma base. Et ça tombe bien parce que c'est une fonction que je sais étudier. Alors, je vous ai mis sa courbe représentative, là. Et cette courbe, elle a un minimum pour la valeur E, le nombre de l'air. Et donc, ce que me dit ce calcul, c'est que
Si mon hypothèse de départ est juste, on peut en discuter, mais si elle est juste, le coût de ma machine va être minimum si je suis en base 2,718. Alors 2,718, vous doutez bien que ça ne va pas être super pratique à faire, donc en vrai, je vais prendre la base entière la moins chère, et d'après mon calcul, ça serait la base 3. Alors la base 3, les ordinateurs ternaires, malheureusement, je ne vais pas avoir le temps de vous en parler, ça serait intéressant, je vais juste vous donner une propriété pour vous montrer pourquoi je trouve ça intéressant. Au lieu de dire que mes 3 états de mon composant ils vont représenter 0, 1 et 2, en fait, j'ai entièrement le choix, je peux faire ce que je veux. Je peux dire, par exemple, qu'ils vont représenter -1, 0 et 1. Alors s'ils représentent -1, 0 et 1, ça m'intéresse parce que si je veux calculer l'opposé d'un nombre, ça devient très facile. Il suffit que j'inverse chacun de mes trits. Le trit, c'est l'équivalent du bit en base 3. Mais si ça devient facile de calculer l'opposé d'un nombre, ben ça devient facile de prendre mon circuit qui savait déjà faire les additions, j'inverse une de ces opérandes en entrée, et pour le même prix, j'ai une soustraction. Bon, c'est cool les ordinateurs ternaires, mais en fait, la base 2, qui d'après ce graphique ne coûte pas très cher non plus, la base 2 va avoir des propriétés qui vont intéresser beaucoup plus. Alors déjà, il y en a une qui est assez évidente, c'est que quand je vais fabriquer mon ordinateur, je vais le faire avec des transistors. Et le transistor, il a 2 états qui sont stables, faciles à atteindre, qui ne coûtent pas cher à maintenir. C'est l'état saturé, où il laisse passer tout le courant qu'il peut, et l'état bloqué, dans lequel il ne laisse pas passer de courant. OK, donc c'est... Pardon. OK, donc une fois que j'ai dit que je voulais faire des ordinateurs en base 2, je sais combien de valeurs différentes je vais être capable de représenter, et il me reste à trouver... à partir du nombre d'états que je veux représenter, je peux calculer ma largeur. Une fois que j'ai calculé ma largeur, je sais combien je veux d'états par composant, combien je veux de composants. Il ne me reste plus qu'une chose à faire. Il me reste à savoir, pour un ensemble d'états donnés de mes composants, quelle valeur je vais décider que ça représente. Et pour ça, en fait, j'ai le choix, j'ai entièrement le choix, je peux faire ce que je veux. Par exemple, je pourrais faire un truc comme ça, dire que tous mes composants dans le même état, je vais dire que ça représente 0. Chaque fois que je vais inverser un de mes bits, je vais dire que ça va représenter l'entier suivant, si je décide de représenter des entiers. Une fois que j'ai inversé tous mes bits, je vais faire un décalage pour les entiers suivants. Et puis une fois que j'ai fait tous les décalages possibles, je vais faire une inversion de bits plus un décalage. Okay, bon, je peux faire un truc comme ça. J'ai le droit de faire un truc comme ça, mais en fait, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire et personne ne va faire ça. Pourquoi personne ne va faire ça? Parce que cette représentation, j'ai le droit de la faire, mais elle n'est pas intéressante. Qu'est-ce que j'entends par pas intéressante? C'est que si ici, vous me donnez par exemple la représentation de 4 et la représentation de 7, et que vous me dites vas-y Fabien, fais l'addition, trouve-moi la représentation donc, de 11, je n'ai pas vraiment de moyen intéressant, rapide, intuitif de faire ça. Le seul truc que je peux faire, c'est me faire une espèce de grosse table de précalcul. Alors déjà, rien que sur ces chiffres, là, il va me falloir une table de 64 x 64 valeurs, donc 4096 cases précalculées. Le calcul qu'on a fait là tout à l'heure, pour dire que j'avais plutôt intérêt à faire des ordinateurs en base 2 ou 3, un calcul un peu du même type va me permettre de dire que dans mon cas, là, j'aurais plutôt intérêt à faire donc 6 fois une addition sur une table de 2 x 2 que de faire une fois une addition sur une table de 64 x 64. Donc, est-ce que j'aurais un moyen de faire ça? Il y en a un, il y a un outil mathématique qui s'appelle la numération de position. Et la numération de position, je ne vais pas trop vous en parler parce que vous la connaissez déjà. Vous la connaissez soit parce que vous étiez fan des Shadocks dans les années 80, soit tout simplement parce qu'en CE1, on vous a appris à poser les additions, et puis avec votre table de 10, et le fameux report de la retenue, à faire des additions sur des nombres aussi grands que vous voulez. Voilà. Et donc c'est comme ça, en gros, qu'aujourd'hui, pour diminuer les coûts, on arrive sur des ordinateurs qui, en très 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 grosse majorité, peut-être tous ceux que vous avez utilisés dans votre vie, marchent en base 2 avec la numération de position. Voilà. Et effectivement, c'est comme ça que nous arrivons au binaire. Donc, comme l'a dit Fabien, on aurait très bien pu utiliser, il l'a évoqué à l'instant, la base Shadok, qui est une base qui a été inventée effectivement dans le fameux dessin animé Les Shadok, qui est une base 4, qui est faite finalement pour être parlée, avec 4 phonèmes, ga, bu, zo, mu. On aurait pu utiliser aussi le bibi binaire qui était inventé par Bobby Lapointe, donc chanteur des années 60. Fun fact, cette façon de représenter les nombres a été brevetée par lui-même. Sachez qu'avant d'être chanteur, il était mathématicien. Mais revenons à nos moutons. Donc du coup, Fabien vient de nous prouver que la base 2, c'est quand même quelque chose de très pratique pour pouvoir représenter les nombres. C'est très pratique parce que c'est la numération de position et on se dit qu'effectivement, on peut créer des paquets de bits qui nous permettent, chacun, on leur attribue un poids, le premier bit de puissance 0, le deuxième bit de puissance 1, de puissance 2, etc. etc. Donc vu l'assemblée, c'est quelque chose que vous manipulez assez couramment. Et comme on le disait tout à l'heure, il nous est impossible aujourd'hui de représenter les nombres dans leur infinité. Donc mathématiquement, c'est pas possible, physiquement parlant, c'est pas possible. Donc il a fallu faire des choix de combiner certains groupes de bits entre eux
pour pouvoir créer des mots. Alors, vous avez l'habitude, hein, vous utilisez des mots de 8 bits, de 16 bits, de 32 bits, 64 bits, etc. etc. Sachez néanmoins qu'il n'en a pas toujours été ainsi. En fait, c'est une convention. Le fait de représenter les mots par paquet de 8 en puissance de 2, c'est quelque chose qui est finalement assez récent dans l'informatique, on va dire globalement 45-50 ans, plus ou moins. Les premiers ordinateurs, eux, avaient une représentation, pour des raisons qui sont purement techniques, qui ne représentaient pas, par exemple, un octet par 8 bits. Sachez qu'un octet et un byte, ce sont deux choses différentes à la base. Nous, on parle d'octet, octet qui vient donc d'octal, qui permet de dire on fait un groupe de 8 bits. Sachant qu'un byte, pour nous, on considère tous qu'un byte vaut 8 bits, et ça n'a pas toujours été le cas. Par exemple, les premiers ordinateurs, les ordinateurs CDC, faisaient des représentations par paquet de 6 bits. Pourquoi? Parce que l'ordinateur en interne travaillait en 36 bits pour faire ses calculs, mais par contre, chaque mot de base faisait 6 bits. Pourquoi? Parce que l'ordinateur était suffisamment rapide pour traiter 6 bits à la fois, mais pas plus. Et un byte, c'est littéralement, ça signifie une bouchée. Donc un byte, ça veut dire c'est une bouchée de bits. On attrape un certain nombre de bits qu'on est capable de traiter à un instant T. Et les premiers ordinateurs, comme je disais, certains travaillaient avec des mots machines de 36 bits et des bytes qui pouvaient faire jusqu'à par exemple 9 bits. Et souvent, c'était 8 bits de data avec un bit de parité pour vérifier que des fois, il n'y avait pas des bits qui se soient perdus quelque part ou qui ne soient pas à la bonne valeur. Donc c'est très simple. Là, on vient de démontrer que la puissance de 2, c'est pratique. On est capable de faire des paquets de bits, donc 8 bits, 16 bits, 32 bits, etc., etc., et de pouvoir finalement représenter un nombre entier. Donc là, c'est pratique. Très rapidement est arrivée la nécessité finalement de représenter pas que des nombres positifs. Là, on représente que des nombres positifs, aussi pouvoir représenter des nombres négatifs. Une des premières approches qui a été adoptée, c'était d'utiliser le complément à 1. Donc le complément à 1, c'est très simple, ça permet de représenter les entiers positifs, les entiers négatifs, en utilisant donc le bit de poil plus fort comme étant le bit de signe. Et une façon de représenter le complément à 1, de représenter l'opposé d'un nombre, par exemple, c'est de permuter tous les bits, simplement. C'est pour ça qu'on appelle le complément à 1. Donc là, vous voyez, il y a un tableau avec à gauche les nombres positifs, à droite les nombres négatifs. Donc vous voyez que c'est quand même assez simple. Par contre, on voit une propriété qui est assez intéressante. C'est en haut, on a deux zéros. On a un zéro positif, un zéro négatif. Alors, c'est intéressant, mais ça complexifie les choses. Les premiers ordinateurs qui implémentaient l'arithmétique en complément à 1 avaient tendance, effectivement, à avoir une circuiterie beaucoup plus compliquée. Pourquoi? Parce que si on veut comparer avec 0, on est obligé d'effectuer deux comparaisons. On est obligé de comparer le cas où on n'a que des 0 et le cas où on n'a que des 1. Donc, ce n'est pas super compliqué, mais ça rajoute de la circuiterie. Dans les processeurs, ça rajoute du silicium. Ça induit une certaine complexité. Donc, et puis, il y a aussi un autre inconvénient, c'est que dans l'arithmétique en complément 1, il y a quelques cas particuliers à gérer et qui complexifient aussi un petit peu les calculs. C'est notamment, par exemple, les additions et les soustractions. Pour gérer le cas de la retenue, on est obligé de le faire en deux étapes. On va d'abord additionner ou soustraire tous les bits entre eux. On va avoir à la fin potentiellement une retenue ou un emprunt si on est dans le cadre d'une soustraction. Et ensuite, à la fin de la première opération d'addition de soustraction, utiliser cet emprunt ou cette retenue pour la resoustraire ou la réadditionner au résultat pour obtenir le résultat définitif. Donc, ça apporte une problématique, c'est que ça complexifie le stage d'addition de soustraction, et c'est vrai aussi pour les multiplications, etc. C'est le même problème. Donc ça veut dire que chaque opération arithmétique, on est obligé de la faire en deux fois. Donc ça rajoute de la circuiterie et ça rajoute du temps, sachant qu'une opération arithmétique ne va pas se faire par exemple en un seul cycle machine, mais potentiellement en deux cycles machine. Donc c'est quand même une solution qui fonctionne, mais qui n'est pas parfaite. Et rapidement, dans l'informatique, on est arrivé à une représentation qui est légèrement différente, c'est le complément à 2. C'est celui qu'on manipule tous les jours. Je vais même pas dire l'immense majorité des ordinateurs, c'est l'intégralité des ordinateurs de nos jours fonctionne en complément à 2. Le complément à 2, c'est quasiment la même chose qu'un complément à 1, c'est-à-dire on va utiliser le bit de poil plus fort comme étant le bit de signe. S'il vaut 1, c'est un nombre négatif. Pour convertir, pour avoir l'opposé d'un nombre positif, par exemple, ou d'un nombre négatif, il suffit de permuter tous les bits et de lui ajouter 1. Donc ce qui nous permet de retirer une propriété qu'on avait vue juste avant, c'est-à-dire qu'on n'a plus de 0, on n'a plus qu'un seul 0, au prix, là on le voit sur le tableau, au prix d'une légère asymétrie dans l'espace de représentation. C'est-à-dire que le nombre de la plus petite valeur dans la représentation des nombres signés n'aura pas son équivalent en positif. Par exemple, si vous prenez un octet donc de 8 bits, vous allez avoir une plage de représentation qui va de moins 128 à plus 127. Ce n'est pas grave en soi,
mais il faut le prendre en compte dans les calculs, notamment les calculs d'overflow, ce genre de choses. Donc aujourd'hui, les outils, les compilateurs, ou ceux qu'on choisit bien, sont la largeur de la base qu'on veut utiliser pour faire nos calculs. Ce n'est pas un problème, il faut juste en être conscient. L'avantage du complément A2, c'est qu'on n'a plus besoin de 2 étapes pour pouvoir faire les opérations arithmétiques. En une seule étape, on est capable de faire une addition, une soustraction, les multiplications. Du coup, tout ce qu'on fait, même dans base 10, s'applique très très bien en base 2. Donc ça fonctionne très bien, c'est très rapide. Et en plus, là, c'est la cerise sur le gâteau, c'est que ça coûte très peu cher à implémenter dans le silicium. Donc ça, c'est quand même tout bonus. C'est pour ça que l'immense majorité des ordinateurs sont arrivés au complément A2. Donc une fois que je vous ai dit ça, on a la problématique de représenter des nombres à virgule. Dans notre quotidien, on ne manipule pas que des nombres entiers, on manipule des nombres à virgule. Donc ça, très très tôt, déjà dès les années 50, dès les premiers ordinateurs qui ont été conçus, qui est même à l'aide de tubes à vide, notamment je pense à l'ordinateur de M. Zus, qui était un des premiers ordinateurs à implémenter l'arithmétique flottante, il a été trouvé une façon de représenter les nombres à virgule. Alors il y a 2 façons de représenter les nombres à virgule, on va y venir sur une autre juste après. La façon la plus communément utilisée aujourd'hui, c'est la représentation à virgule flottante. C'est ce que vous utilisez tous les jours. Quand vous utilisez dans votre programme un float, un double ou quelque chose d'équivalent, c'est ce que vous allez utiliser. Ce nombre, finalement, c'est une représentation scientifique appliquée à la base 2. Donc on va avoir un bit de signe, on va avoir un exposant et une mantis. Donc le bit de signe, ça parle de lui-même. L'exposant, on va partir du principe que le nombre fait 1, quelque chose à la puissance 2 de la mantis. Et donc, ça va nous permettre d'avoir finalement ce qu'on appelle un nombre à simple précision, double précision, etc. Donc, ça va nous permettre de pouvoir représenter, entre guillemets, une infinité de nombres, ce qui n'est pas tout à fait exact. Mais en tout cas, sachez que le standard, par exemple, IEE 754, ce qui est implémenté aujourd'hui dans nos processeurs et dans la plupart des compilateurs, nous permet d'avoir des nombres qui sont représentables sur une large dynamique, donc en 32 bits, en 64 bits. On est capable de représenter l'infini positif, l'infini négatif, et ce qui n'est pas un nombre. Par exemple, si vous faites la racine carrée de -1, ce n'est pas un nombre, en tout cas dans l'espace des réels. Cette représentation va nous permettre de dire que ce qui est représenté n'est pas un nombre. Voilà. Donc c'est quand même super pratique. Alors je vous ai parlé de précision, notamment simple précision, double précision. Simple précision, c'est un flottant 32 bits, double précision, 64 bits. Vous avez les précisions en plus étendues après. En fait, c'est assez erroné. On ne devrait pas parler de précision. Nous devrions plutôt parler d'approximation. Pourquoi? Parce qu'on l'a prouvé tout à l'heure, il ne nous est pas possible de représenter une infinité de valeurs. On est capable de représenter finalement qu'une plage de valeurs possible. Et donc, les nombres flottants sont tout sauf précis. Ils vous permettent d'approximer une valeur réelle, mais en aucun cas d'avoir une valeur exacte. Et ça peut être un problème, justement, dans certains programmes qui demandent une précision, entre guillemets, infinie, c'est-à-dire d'avoir un calcul juste. Et donc, pour vous le prouver, il y a ce petit exemple à l'écran où j'additionne un nombre qui est 100.01 avec 10.09. Je suis censé avoir comme résultat 110.10. Si vous compilez ce programme et que vous l'exécutez, vous allez vous retrouver avec 100.010002 plus 10.09000. Déjà, on voit que ce n'est pas exactement les mêmes chiffres. Et le résultat va nous donner 110.100006. Donc on se dit, ouais, c'est pas exactement précis. Mais ça se rapproche de notre précision. Et donc, ce qu'il faut prendre en compte lorsqu'on manipule des flottants dans nos ordinateurs, c'est qu'effectivement, c'est à quel point on veut considérer que le résultat qui nous est envoyé est juste à 10 puissance moins quelque chose près. C'est ce qu'on appelle l'epsilon. C'est pour ça que comparer des flottants entre eux, il ne faut jamais dire est-ce que mon nombre flottant est exactement égal à l'autre nombre flottant. Parce que vous pouvez avoir des petites imprécisions, que techniquement, ce que vous avez écrit comme programme, c'est juste, mais dans la pratique, le calcul se révèle faux. Donc on va toujours rajouter un epsilon pour pouvoir comparer les nombres flottants entre eux en disant à 10 puissance moins combien près, mes deux nombres sont exacts. Donc par exemple, si vous manipulez des informations financières, par exemple sur votre compte en banque, vous ne seriez pas super ravi que chaque opération vous fasse perdre un pouillème d'euros, par exemple. C'est pour ça que, par exemple, en finance, on n'utilise jamais les flottants, quasiment jamais. Et pour finir sur la partie flottante, sachez qu'on n'est pas obligé de travailler qu'en entier ou en flottant. On peut utiliser une combinaison des deux. Par exemple, là, je vous affiche à l'écran ce célèbre hack qui est ultra connu, qui est un morceau de code extrait du moteur de jeu vidéo 3D donc Quake, qui est sorti en 1997, qu'on appelle donc le calcul de racine carrée inverse. Donc cette fonction calcule le 1 sur racine carrée de x, qui permet d'obtenir une valeur qui nous permet de faire de l'éclairement de polygones.
Donc tout le monde pense que en fait, ce code a été écrit par John Carmack chez ID Software à l'époque. En fait, pas du tout. D'ailleurs, il a lui-même dit, hein, c'est pas lui qui l'a écrit. Ce code, il a été écrit par Terje Mattisson, voilà, qui était un programmeur assembleur assez talentueux. Mais c'est pas lui qui a inventé la méthode. Cette méthode a été finalement, quand on remonte dans le temps, a été découverte par quelqu'un qui s'appelait Gary Taroli, qui travaillait chez Silicon Graphics. Et en fait, quand on rebrousse encore le temps, on se rend compte que finalement, ce sont les cofondateurs de MathWorks qui ont inventé cette méthode de calcul. Alors pourquoi? Là, c'est du code qui est assez barbare. Mais pourquoi on fait ces choses-là? Parce qu'en fait, lorsque vous voulez afficher des polygones à l'écran, vous n'avez pas besoin d'une précision absolue, une précision infinie. Vous avez besoin d'une bonne approximation d'un nombre. Sauf que si on repart dans le temps, faire du calcul en virgule flottante, notamment dans les processeurs d'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, etc., ça coûtait très cher. Ça coûtait cher en temps. Donc il a fallu trouver une méthode qui nous permette d'avoir une bonne approximation de ce nombre en quelques opérations et de façon plus efficace et plus rapide que le calcul à virgule flottante. Donc très rapidement, en fait, ce que fait cette fonction, elle essaye de convertir le nombre flottant qui est passé en entrée en le convertissant sur une base de log 2. Donc en fait, globalement, on part de l'équation, là, croyez-moi sur parole, on ne va pas faire la démonstration ici tout de suite, mais globalement, on cherche à résoudre l'équation log 2 de y égale moins 1,5 de log 2 de x. Donc c'est ce qui est fait à la première ligne, vous le voyez, i égale 0x, syntf 37, 59 df, moins i décalé de 1. Donc i décalé de 1, ça veut dire on divise par 2. On soustrait ce nombre d'une constante magique. Alors là, elle est vraiment magique. Cette constante, en vrai, elle vaut 1 597 463 007. Pourquoi? C'est comme ça. La personne qui a inventé ça a trouvé que cette constante fonctionnait bien et donnait une approximation logarithmique qui était assez bonne pour une première itération pour calculer le 1 sur racine carrée de x. Une fois qu'on a obtenu ça, on reconvertit ça en flottant et on applique la méthode de Newton pour itérer une fois et ça nous donne un résultat avec une précision de 1 10 puissance moins 3 près. Une très très bonne approximation de cette valeur qui nous permet finalement d'utiliser cette valeur et de faire un éclairage de polygones qui sera relativement correct à l'œil. Voilà. Même si ce n'est pas précis, c'est une méthode qui nous permet d'aller très vite et d'avoir une assez bonne approximation du nombre qu'on cherche. Alors la constante magique, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites dessus. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui se sont dit « mais pourquoi cette constante et pas une autre ?» Et il y a quelqu'un un jour qui a trouvé une constante qui marchait juste un tout petit poil mieux, mais en faisant un calcul par force brute. Parce qu'en fait, la théorie mathématique montrait que cette constante n'était pas juste, mais c'était celle qui marchait le mieux. Donc quelqu'un a cherché une constante qui marchait mieux. Voilà. Donc il y a une constante qui a été trouvée par un chercheur mathématique, mais c'était juste pour le fun. Voilà. OK. Dans les années 80, on a eu une explosion de l'ordinateur individuel, donc l'ordinateur qui arrive dans la maison, donc du jeu sur les ordinateurs, et donc de la scène pirate. Donc les pirates vont modifier les jeux, donc bien sûr pour enlever les systèmes de protection anti-copie, mais aussi pour faire des trucs comme ajouter des vies infinies, enlever des bugs, recompresser les jeux. Et puis pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, surtout, ils vont faire un truc, c'est qu'ils vont ajouter leur nom au démarrage du jeu, pour dire « ouais, ce jeu, c'est moi qui l'ai release, c'est moi le plus fort ». Ça va donner une émulsion sur la scène pirate. Les pirates vont se mettre à faire des introductions de plus en plus impressionnantes sur les jeux, jusqu'à aller à donner naissance à une discipline qui s'appelle la démo. Donc c'est une discipline qui existe toujours aujourd'hui, même si elle est à peu près complètement décorrélée de la scène pirate. Et dans ces démos, dans les années 90, on voit apparaître un effet qui s'appelle le rotozoom. Donc le rotozoom, ça consiste à faire une rotation et un zoom d'une image. Du point de vue des représentations, ce rotozoom, il est intéressant parce que la solution naturelle pour faire un rotozoom, ça serait de dire j'ai les coordonnées de mon point à l'écran, je le passe, donc je les ai en coordonnées cartésiennes, x, y, je les passe en coordonnées polaires, donc je récupère un angle et une distance. Je vais augmenter mon angle, ça va me faire ma rotation. Je vais multiplier ma distance, ça va me faire mon zoom. Et puis, j'ai plus qu'à repasser en coordonnées cartésiennes et en x, y pour pouvoir calculer l'adresse du point dans l'image que je vais chercher. Et je recommence ça pour chaque point de l'écran. Chaque point de l'écran, à l'époque, en 300 mètres de 200, ça veut dire 64 000 fois par image. Et donc, 64 000 fois par image, je me calcule des carrés, des racines carrées, des arcs tangents, des additions, etc. Bon, si avec ça, j'arrive à sortir une image toutes les secondes ou les quelques secondes, je suis content. Si je veux montrer que je suis le plus fort, c'est pas ça que je vais faire. Je vais pouvoir aller chercher un peu plus loin dans le programme de maths, et je vais aller chercher les formules, les matrices de rotation. Les formules, les matrices de rotation vont me permettre de garder une représentation en coordonnées cartésiennes et de faire juste un produit de matrices, donc 4 multiplications et 2 additions. Donc 4 multiplications et 2 additions, déjà j'ai gagné un facteur 10 en vitesse,
Et en plus de ça, donc vous voyez peut-être là-haut dans ma matrice que j'ai des sinus et des cosinus, mais ces sinus et ces cosinus dans ma matrice, ce sont des sinus et des cosinus de mon angle. Donc en fait, eux, je n'ai à les calculer qu'une fois par image, et pas une fois par point. Mais une fois que j'ai dit que ce sinus et le cosinus ils sont calculés qu'une fois par point, en fait, finalement, mon produit de matrice, c'est une fonction affine, et ma fonction affine, elle a une propriété intéressante, c'est que si j'ai déjà calculé que ce point-là, à l'écran, il fallait que j'aille chercher ce point-là dans l'image, en fait, si je me déplace d'un vecteur constant, par exemple un point sur la droite pour afficher le point suivant, il va falloir que je me déplace d'un vecteur dans l'image qui lui aussi va être constant. Et du coup, je vais pouvoir faire une espèce de lecture en diagonale, comme ça, de mon image, et pour chaque point, je n'ai plus qu'une somme de vecteurs à faire. Donc, 4 additions. Je te laisse lancer. Donc, avec cette astuce de calcul, je vais pouvoir arriver à avoir une quinzaine d'images par seconde, alors que je partais d'une image toutes les 1 à 10 secondes selon mon processeur. Et j'ai en fait une animation. Alors j'ai une animation qui tourne, je suis content, mais je l'ai si j'ai un 486DX. Les 486DX, c'était les premiers processeurs qu'on avait à la maison, qui avaient un coprocesseur mathématique intégré, et donc ils pouvaient faire des calculs sur un nombre à virgule flottante en temps hard. Si j'en ai pas, est-ce que j'aurais pu faire ça sur des entiers? Alors sur les entiers directement, ça ne marche pas, parce que déjà pour faire mon zoom, si je veux que mon image soit 2 fois plus grande, mon vecteur, il faut qu'il fasse 0,5 et 0,5 en coordonnées. Enfin 0,5, ouais. Et ça, je ne peux pas le faire sur un entier. Pareil, ma rotation avec des nombres entiers, ça va être super difficile. Je vais avoir que certaines valeurs très précises qui vont marcher. Un truc qu'il faut que je vous explique sur ce que racontait tout à l'heure Olivier sur les nombres à virgule flottante, c'est que quand on choisit une représentation sur un nombre à virgule flottante sur 16 bits, on va pouvoir représenter plus de valeurs différentes que si on a un entier sur 16 bits. Ce qui va se passer, c'est qu'on va faire une espèce de compression de l'espace. Voilà, et on va pouvoir avoir des valeurs dans les petites valeurs beaucoup plus rapprochées, ce qui va me donner beaucoup plus de précision, beaucoup plus de chiffres après la virgule. Et au contraire, dans les grandes valeurs, on va les espacer beaucoup plus pour pouvoir aller chercher des nombres beaucoup plus grands. Donc ça veut dire qu'on a une espèce d'adaptation automatique de ma précision à l'ordre de grandeur de mes nombres. Donc cette adaptation, elle est super intéressante, mais elle est aussi très coûteuse, en fait. Donc est-ce que je n'aurais pas d'autres déformations de l'espace qui me permettraient de faire ça pour moins cher? Il y en a une qui va consister tout simplement à faire une multiplication par une constante. Et là, je vais pouvoir comprimer ou étendre mon espace, mais de façon linéaire cette fois. Donc cette représentation, ça c'est ce qu'on appelle des nombres à virgule fixe, en fait. Et les nombres à virgule fixe, ils ont une propriété assez intéressante. C'est ce que je vous ai mis en gros là-haut, c'est que la représentation à virgule fixe d'une somme de nombres, c'est la somme des représentations à virgule fixe de mes nombres. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vous demande d'additionner 1,20 m et 0,8 m et que vous ne savez pas faire, vous passez ça en centimètres, vous additionnez 120 et 80, vous repassez en mètres, et puis vous avez fait votre addition à virgule sans savoir la faire. Donc ça veut dire que mon processeur sait déjà les faire, en fait, les calculs à virgule flottante. Pour les multiplications et divisions, c'est un peu plus compliqué, parce que j'ai un facteur K qui vient se rajouter à la fin, pareil qu'avec l'histoire des centimètres carrés pour repasser en mètres carrés. Mais ce n'est pas bien grave pour deux raisons. La première, c'est que de la même façon qu'en base 10, c'est très facile de diviser ou multiplier par 1000, il me suffit d'enlever ou d'ajouter 3 zéros. En base 2, multiplier par des puissances de 2, ça va être facile, et en particulier multiplier par 256, donc 2 puissance 8, il me suffit de faire un décalage d'un octet en mémoire. Et ça, ces processeurs savent très très bien faire. Puis la deuxième raison, c'est que de toute façon, dans ma matrice, dans mon dernier calcul, j'ai que des additions, je n'ai pas de multiplication, donc je ne suis pas concerné par le problème. Ça va avoir quand même un inconvénient de faire ça, c'est que tout à l'heure, mes entiers, sur 16 bits, ils pouvaient me représenter des valeurs de 0 à 65 735. Maintenant que je les ai multipliés par une constante, ils peuvent représenter des valeurs de 0 à 255,256e. Or, mon image, elle faisait 320 de large. Et ça, c'est pas très pratique. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais prendre une image qui fait 256 pixels de large, comme ça, je ne suis pas embêté. Et je ne suis pas embêté, ça va vachement m'intéresser, parce que si vous regardez là-bas, j'ai mes deux nombres, avec en majuscule la partie entière de la coordonnée que j'ai calculée, en minuscule la partie fractionnaire. Si je prends la partie entière de chacune de mes coordonnées et que je les colle dans l'octet de poids fort et dans l'octet de poids faible d'un octet, enfin d'un mot sur 16 bits, je vais me retrouver avec une valeur qui va valoir 256 fois y plus x. Et 256 fois y plus x, c'est cool parce que c'est justement l'adresse en mémoire du point que je dois aller chercher dans mon image pour le lire aux coordonnées x, y. Donc ce calcul devient gratuit. Et j'ai oublié de lancer la démo. Voilà. Et c'est avec ce système-là, en fait, que je me permets, sur des ordinateurs, même dépourvus, sans utiliser les calculs à virgule flottante, de passer de mon image au début où je pouvais en calculer une toutes les secondes, 2 secondes, 3 secondes, à une animation où je peux en faire des 60 images secondes, qui sont ce que mon moniteur était capable d'afficher.
Voilà, donc ces nombres à virgule fixe, ça, c'est pas qu'un truc de démo maker des années 90. Hein. Si vous avez aujourd'hui des souris, des claviers qui utilisent, alors plutôt sur les souris, on va en avoir besoin, qui utilisent des Cortex M3, donc des coprocesseurs aujourd'hui qui n'ont pas des virgules intégrées à virgule flottante, c'est très pratique de faire des calculs à virgule fixe. Voilà. Donc effectivement, cette virgule fixe, on voit bien, à gauche, vous avez le calcul en virgule flottante, à droite en virgule fixe, on voit bien déjà le facteur d'accélération. Donc cette virgule fixe, ça peut être utilisé pour plein de choses, notamment par exemple les cartes graphiques pour tracer des lignes, tracer des rectangles, tracer des triangles, ce genre de choses, etc. Donc c'est très pratique. Il y a d'autres façons de pouvoir représenter les nombres. C'est notamment lorsqu'on veut tracer des lignes, j'en parlais à l'instant, on se dit tracer des lignes, c'est super, je calcule la pente de la droite, et pour chaque pixel sur lequel je veux me déplacer vers la droite, de combien de fractions de pixels je veux descendre pour pouvoir continuer à tracer ma ligne. Donc là-dessus, il y a cet algorithme qui s'appelle le Digital Differential Analyzer. Donc sous ce terme barbare, en fait, ça veut dire c'est j'utilise des nombres flottants, je calcule la pente, et pour un déplacement de pixels sur l'abscisse, c'est combien de fractions de pixels je descends pour tracer mon point. Donc, comme on le disait tout à l'heure, c'est bien, mais ce n'est pas pratique. Pourquoi? Parce que comme au fur et à mesure des approximations, puisqu'on va prendre des coordonnées sur lesquelles on va ajouter des fractions de pixels, et comme je disais tout à l'heure, on a des problématiques d'arrondi en virgule flottante, c'est-à-dire que si vous tracez une ligne suffisamment longue, cette ligne va finir par dégénérer du fait des approximations successives. Et en plus, ça a un coût de calcul qui n'est pas neutre, notamment lorsqu'on travaille avec des microcontrôleurs qu'on retrouve dans beaucoup de devices. Et donc, il a été inventé par une technique par M. Jack Bresenham dans les années 60, une technique qui s'appelle l'algorithme de Bresenham, dont vous avez sûrement déjà entendu parler, qui est très très adapté pour tracer des lignes, mais pas que, de façon très efficace et de façon précise en n'utilisant que des entiers. Donc l'avantage de ça, c'est que lui, à l'époque, il devait développer un pilote pour une table traçante. Une table traçante, c'est clairement un device discret, c'est-à-dire il a une résolution, il utilise des moteurs pas à pas. Donc pour combien de pas je me décale vers la droite et combien de pas je dois descendre pour pouvoir tracer ma ligne. Donc on ne pouvait pas utiliser de nombres flottants, sachant qu'à l'époque, la virgule flottante coûtait très cher. Donc en fait, il est parti de ce principe en disant, chaque fois que je vais me décaler, que je vais tracer, me déplacer vers la droite, je vais essayer de déterminer quelle est l'erreur que je vais avoir en essayant de me déplacer sur l'ordonnée pour pouvoir tracer ma ligne. Donc on va manipuler un compteur d'erreurs et en fait à chaque tour, chaque fois qu'on va écrire un pixel, et donc on va se déplacer sur les abscisses, on va maintenir un compteur sur lequel on va ajouter le delta Y de la ligne. Et on part du principe qu'en fait ce qu'on veut représenter, c'est une forme de proportion. C'est-à-dire que si on se déplace de la largeur de la ligne, on se déplace de la hauteur de la ligne. Donc en fait, on va utiliser ça dans un compteur. Donc chaque fois qu'on va faire afficher un pixel, on va alimenter ce compteur avec le delta Y. Et lorsque la somme de ce compteur va dépasser le delta X, on va dire « Ah, ça veut dire que je dois me descendre d'un pixel ». Donc je descends d'un pixel, je trace mon point, je retranche le delta X, et potentiellement on va pas revenir à 0 sur ce compteur, mais on va garder une fraction de pixels. C'est cette erreur qui va se diffuser tout au long de l'algorithme. Donc ça, c'est très pratique parce que pour pouvoir déterminer la position n, on a juste besoin de la position n-1, et donc de la valeur de ce compteur. Donc en fait, on est capable de tracer des lignes potentiellement de longueur infinie sans qu'elles dégénèrent, avec un coût qui est quasiment zéro, puisqu'on manipule que des entiers. Au final, pour chaque tour de boucle, chaque fois qu'on va afficher un pixel, on effectue une addition, un test et potentiellement une soustraction. Donc c'est très rapide, c'est un algorithme, vous avez l'algorithme à l'écran, qui est très facile à écrire, qui est très optimal. Et il a réussi à transposer ça aussi pour pouvoir tracer des cercles et des ellipses. Pareil, de façon à coût zéro. Donc si on montre la démo, l'avantage de cet algorithme aussi, c'est comme il ne dégénère pas, il est capable de représenter des lignes sur un périphérique discret, donc que ce soit un écran ou une table traçante ou ce que vous voulez, de façon totalement harmonieuse et équilibrée. C'est-à-dire que si vous remarquez bien par rapport au centre, chaque pixel d'un côté du centre est égal exactement au même pixel de l'autre côté. Donc il y a une vraie symétrie parfaite du fait justement de cette répercussion d'erreur, du fait qu'on va propager une erreur et il a accumulé dans notre calcul et sans avoir de perte de précision. Donc ça, c'est un algorithme qui est plutôt assez élégant et qui est utilisé dans beaucoup de devices, notamment pour gérer des moteurs pas à pas, notamment en électronique. C'est utilisé dans des GPU, dans des cartes graphiques. Les premières cartes graphiques utilisaient soit la virgule fixe, soit ce type d'algorithme pour pouvoir tracer des triangles ou des lignes. Ensuite, il y a d'autres façons de représenter les nombres.
notamment lorsqu'on travaille en finance, ceux qui ont travaillé notamment sur des gros systèmes type IBM, AS400 ou ce genre de choses, qui aujourd'hui s'appellent Z-Series, X-Series ou que sais-je. On a d'autres façons de représenter les nombres qui sont plus adaptés à certains comment je dirais, métiers fonctionnels. Et notamment, il y a eu le BCD, qui est moins utilisé aujourd'hui, mais qui a eu vraiment sa grosse part en informatique de gestion, qui part du principe qu'on va non plus représenter des octets ou des mots d'un certain nombre de bits, on va essayer de faire une transposition de la base 10 directement dans des groupes de 4 octets. Donc, ça va nous permettre de pouvoir représenter, comme je le mets à l'écran, des chiffres avec une valeur de 0 à 9, et ensuite, chaque quartet, puisque ce sont des blocs de 4 bits, on va pouvoir les combiner ensemble et avoir éventuellement une précision qui est totalement arbitraire. Donc on peut avoir des valeurs qui vont représenter des nombres à 2 chiffres, virgule 2 chiffres, à 10 chiffres, virgule 1 chiffre, etc. etc. L'avantage du BCD, c'est qu'en fait, l'arithmétique est dérivée de l'arithmétique binaire, donc de l'algèbre de Boole qu'on connaît très bien. Donc c'est très facile de faire des opérations. Et en fait, le coût est proportionnel au nombre de digits qu'on va vouloir manipuler. Donc c'est quelque chose qui est très adapté au domaine financier, au domaine de l'informatique de gestion, qu'on utilise moins souvent aujourd'hui parce que ça nécessite potentiellement soit des bibliothèques spécifiques, spécialisées pour pouvoir gérer cette représentation, soit un hardware, parce que souvent dans certains systèmes, c'est implémenté dans le hardware directement. Et fun fact, dans les processeurs d'il y a plus d'une quarantaine d'années, les Intel 8080, les Z80, etc., il y avait effectivement certaines instructions qui nous permettaient de faire des ajustements BCD pour pouvoir passer du BCD au binaire, donc à la base 10 pour nous, et l'inverse. Par exemple, je prends l'instruction qu'on retrouve dans le 8080 ou le Z80, qui est l'instruction DAA, qui permet d'ajuster à la suite d'un calcul le résultat BCD, et donc d'avoir entre guillemets une accélération hardware de ce type de calcul. Et donc, à part le BCD, par exemple, en finance, il y a d'autres façons pour lesquelles vous pouvez représenter le nombre. En fait, vous êtes très libre. On peut utiliser beaucoup les entiers, et Fabien l'a évoqué tout à l'heure. Vous n'êtes pas obligé, si vous voulez représenter des nombres à virgule, de travailler avec une virgule, qu'elle soit fixe ou qu'elle soit flottante. Notamment en finance, par exemple, lorsque vous écrivez des automates de trading, c'est des choses que j'ai faites, vous n'allez jamais utiliser la virgule flottante parce que c'est long, c'est imprécis, et vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des erreurs d'approximation. Une solution élégante de faire ça, c'est par exemple de changer votre base dans laquelle vous allez travailler. Par exemple, si vous tradez sur une place londonienne, au lieu de travailler en pounds, vous allez travailler en pence, c'est-à-dire avec un facteur 100, et du coup, vous allez faire disparaître magiquement votre virgule, et vous allez juste jamais travailler avec, par exemple, des prix moyens. Souvent, en finance, on dit « j'ai acheté tant d'actions avec un prix moyen de X, Y euros », par exemple. Donc en fait, ce prix moyen, on va le sortir de là et on va dire souvent vous n'achetez pas une seule action, ou comme vous allez au supermarché, vous n'achetez pas un seul pot de yaourt, vous allez acheter un paquet qui va vous représenter finalement un amount, c'est-à-dire une quantité d'argent par rapport à la quantité que vous achetez. Et vous connaissez donc cet amount, c'est-à-dire cette quantité d'argent que vous avez acheté, ou que vous avez dépensé ou que vous avez vendu, et vous avez la quantité. Et finalement, le prix moyen, c'est juste la résultante de ces deux choses qui peuvent tenir dans des nombres entiers. Et donc si vous êtes malin, vous avez juste besoin donc, de deux nombres entiers, la quantité et le amount, c'est-à-dire le volume d'argent que vous avez dépensé ou vendu. Et si vous êtes encore plus malin, et on revient un petit peu sur les mêmes tricks que la virgule fixe, si vous avez ces deux nombres en 32 bits, en fait, vous pouvez les combiner dans un seul nombre de 64 bits, et par le biais d'opérations binaires, donc par exemple de bit twiddling, vous pouvez avoir des opérations qui peuvent se faire simultanément sur les deux valeurs à coût quasiment zéro. Donc le bit twiddling, c'est pas l'endroit pour le parler parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. C'est les manipulations de bits qui sont particulières, qui vous permettent d'avoir des calculs qui vous coûtent pas cher en quelques opérations machines, juste à coup de décalage ou d'addition, soustraction, multiplication. Voilà. Ok, on arrive à la fin de cette présentation. Un dernier truc dont j'avais envie de vous parler, c'est que la plupart, enfin à peu près toutes les représentations dont on vous a parlé là aujourd'hui, sont des représentations qui sont optimisées pour 4 choses. C'est pour faire des additions, des soustractions, et puis des multiplications, des divisions, et puis à partir de là, éventuellement, de faire des développements limités pour avoir des estimations, des approximations d'autres fonctions. Mais en fait, ce n'est pas dans tous les cas où c'est ce qu'on veut faire. Par exemple, imaginez qu'il y a des événements qui arrivent, je ne sais pas, des trains qui passent, et vous voulez réagir au 9e train qui passe. Moi, développeur Java, si je fais ça, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un int, le mettre à 0. Chaque fois qu'un train arrive, je fais +1.
Et quand mon compteur est égal à 8, je sais que c'est le 9e train, et donc je vais pouvoir réagir. Quand je vais faire mon +1, qu'est-ce qui va se passer dans l'ordinateur? Pour faire une addition, à gauche, là, il va prendre les 2 premiers bits, qu'on a marqués A et B, il va les injecter dans le circuit, et dans les 2 portes logiques que vous avez représentées à droite, là, le signal va traverser la première, produire un signal qui va aller traverser la deuxième et qui va être combiné en bas à gauche à la retenue du bit d'avant qui arrive éventuellement. Donc je traverse ces deux portes logiques, ces 2 étages, ça me donne mon bit pour la somme. Et puis je réutilise une partie du signal que je vais envoyer dans la partie du bas, là, où je vais traverser donc en tout 4 étages, celui du haut et les 2 du bas, enfin 3 étages, qui vont me permettre de calculer ma retenue. Une fois que j'ai ma retenue, je peux l'injecter dans mon calcul du bit suivant, et etc., etc. Et donc, bon, ça c'est l'ordinateur des années 70, j'ai un calcul qui devient de plus en plus long quand j'ai plus de bits. Alors maintenant, on fait des trucs un peu plus optimisés, intéressants, on fait des trucs comme ça, par exemple. Là, qu'est-ce qui se passe? On retrouve en haut mon calcul de l'addition, et puis ce que vous avez ici, là, les gros paquets de portes logiques, c'est qu'à chaque fois, la retenue, au lieu d'attendre que ce soit l'étage d'avant qui nous l'envoie, on va la précalculer en avance de phase à partir de toutes les entrées de tous les bits précédents. Donc l'avantage de ça, c'est que j'ai plus besoin d'attendre que mon signal traverse un nombre d'étages qui croît pour chaque bit. Là, mon temps, il est constant, le nombre d'étages, il est le même pour tous mes bits. Par contre, l'inconvénient, c'est que vous voyez qu'en fabrication, il y a mon coût qui explose. À chaque fois que je rajoute un bit, chaque bit coûte un peu plus cher que le précédent ajouté. Et tout ce circuit-là, il sert à faire des additions, en fait. Et moi, dans mon compteur, je n'ai pas besoin de faire des additions. Et je pourrais utiliser des solutions beaucoup plus simples. Par exemple, je pourrais prendre un registre à décalage. Un registre à décalage, c'est quoi? C'est un registre, donc un ensemble de bascules, donc une unité de mémoire qui fait un bit qui va retenir mes bits. Et puis, elles sont branchées, l'entrée de chaque bit est branchée sur l'entrée de la suivante. Donc chaque fois que j'envoie un signal, tous mes bits vont se décaler d'une case. Ils vont se décaler d'une case, et en faisant ça, je vais pouvoir générer une séquence. Donc quand mon bit arrive au bout, là-bas, hop, je le réinjecte de l'autre côté, et je vais pouvoir générer une séquence de bits unique qui va me permettre aussi de réagir au 8e événement. Bon, par contre, le problème de ce truc-là, c'est que quand je l'ai fait, avec 8 bits, pour l'instant, j'ai que 8 valeurs, donc c'est pas très optimal. Normalement, je pourrais en avoir 256. Donc une petite astuce qu'on va faire, c'est qu'on va combiner, on va prendre 2 bits, on va combiner, faire une opération logique, et c'est le résultat de cette opération logique qu'on va renvoyer de l'autre côté. Donc ça va me permettre de générer des séquences beaucoup plus longues et d'avoir plus de valeurs, et d'avoir voilà, des valeurs sur lesquelles je ne sais pas faire des additions, mais j'ai une séquence de valeurs différentes, et c'est tout ce dont j'avais besoin. Donc ce type de registre-là, pour étudier, enfin ce type de compteur, pour étudier leurs propriétés, on leur associe des polynômes, on fait des calculs de maths, tout ça, du coup on les appelle des registres à décalage. Et les registres à décalage, il y a une console qui est sortie à la fin des années 70, qui s'appelle l'Atari 2600. Alors l'Atari 2600, on est truffé de registres à décalage. Le générateur de son, le générateur pour les sprites, le générateur de signaux pour la télé, pour la télé à l'époque, sont tous faits avec des registres à décalage. Et donc le TIA de la 2600, donc le TIA c'est le Television Interface Adapter, donc le chip graphique de la console. Là, ce que vous avez, c'est un des compteurs, un des nombreux compteurs qu'il y a dedans, qui sert en fait à suivre l'avancée du faisceau d'électrons pour savoir si c'est l'heure d'afficher un sprite ou pas. Donc là, concrètement, ici, vous retrouvez chacune de nos bascules qui forment ici, là, mon registre à décalage donc de 6 bits. Ici, vous avez les bits qui sont pris, qui sont envoyés sur des lignes ici, en passant éventuellement ou pas par des inversions des bits, qui va me permettre de dire, ici par exemple, si le premier bit est à 0, que le deuxième bit est à 0, etc., ben, ça va mettre un signal sur ce truc-là, et ça va déclencher mon signal. C'est là où cette ligne va passer à 1 s'il y a mon 9e train qui arrive. Bon, là, en l'occurrence, ça va être celle pour dire je commence à afficher mon sprite. Et puis surtout, ce que vous voyez ici, c'est que le retour du dernier bit, là, il passe par cette combinaison de 3,5 portes logiques ici, avant d'être réinjecté. Et donc, si je vous représente ça avec le schéma de tout à l'heure, ma porte logique, mon compteur polynomial, il ressemble à ça. Et vous voyez que ça, à chaque cycle d'horloge, quelle que soit la longueur, que j'ai 1 bit, 2 bits, 1000 bits, ça me coûte le même prix et en utilisation et en fabrication, mon coût il est linéaire. Alors par contre, c'est la séquence qui va être générée, elle me permet effectivement de détecter que je suis arrivé à 0, que j'ai fait le tour, que je suis à la 10e étape, etc., mais elle ne me permet pas de faire des additions. Et si on regarde les valeurs qui sont générées par ce nombre, eh bien, en fait, vous les connaissez, par ce compteur, vous les connaissez en fait. C'est le compteur, c'est la séquence de nombres dont je vous ai dit tout à l'heure qu'en fait personne n'utilisait ça. Alors pourquoi je vous parle de ça, pourquoi je vous montre ça c'est pas seulement pour le plaisir d'afficher dans les conférences le schéma d'une console des années 70. Ce que je voulais vous montrer par là, c'est que
On a choisi de parler du binaire dans les conférences, à Devoxx à l'origine. Et on pourrait se dire que sur un sujet aussi simple, aussi basique que le binaire, il n'y a pas grand-chose à raconter. Et en fait, quand on a commencé à écrire ce sujet, on s'est rendu compte que c'était juste pas possible en 1 heure de parler du binaire, de raconter ce qu'on avait envie de raconter. Donc on a été obligé de faire plein de choix, essayer de vous montrer des choses que nous, on trouvait belles, qui étaient intéressantes. Et j'ai fait la conclusion, ouais. Oui, et donc l'idée, c'était de vous montrer que sur un sujet aussi simple, en fait, c'est un sujet qu'on qualifie un peu de machine à café, puisque c'est parti d'une discussion un peu comme ça avec Fabien, et de se dire qu'il y a plein de sujets qui nous paraissent parfois assez convenus, et là, lorsqu'on creuse, par exemple, on a parlé de compteurs polynomiaux, on a parlé de virgule fixe, on a parlé d'optimisation, par exemple, de calcul de racine carrée inverse et tout, il y a plein de choses super intéressantes à dire, et vous, très certainement, dans votre quotidien, vous avez plein de petits sujets qui vous semblent peut-être évidents, qui semblent convenus, et qui valent peut-être le coup d'être échangés en conférence, justement, peut-être un peu pour nous ouvrir les chakras sur ces sujets. Donc, tout ça pour dire... Oui. Et tout ça pour dire qu'effectivement, voilà, nous, on est très contents de vous avoir présenté ce talk. Là, on a vraiment juste gratté le vernis, gratté la surface. C'est très, très difficile de faire tenir ce sujet sur une conf de 45-50 minutes. Si on se laissait aller, la conf, elle durera 2 jours. Mais donc, on espère en tout cas que si vous n'avez pas appris de choses, vous avez pris plaisir à nous écouter. Et si vous avez appris des choses, tant mieux. En tout cas, on est disponible à l'extérieur si vous voulez échanger sur ces sujets. Et fun fact, un sujet qui rejoint, donc qui va passer demain, il y a un sujet justement sur comment créer un processeur à l'aide de portes logiques demain. Donc, je vous suggère d'aller le voir. Et ça rejoint tout à fait ce qu'on a évoqué ici. Donc, on vous remercie beaucoup de votre attention.